Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview, la première interview de 2022 sur la chaîne YouTube que j'ai modestement appelée par mon prénom, Loïc Bayeux. Je suis consultant formateur en ressources humaines, recruteur pour les cabinets dentaires en recherche, soit d'assistants dentaires qualifiés, soit de contrats de professionnalisation. Pour les laboratoires, je recherche aussi des prothésistes et j'accompagne des assistantes dentaires ou futures assistantes dentaires à trouver le cabinet dentaire qui leur correspond vraiment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire, qui est une ancienne assistante dentaire et qui va nous raconter son parcours. Je lui donne la parole pour qu'elle se présente. Bonjour Claire. Bonjour Loïc. Moi c'est donc Claire Mascar, je suis une ancienne assistante dentaire et voilà, aujourd'hui je viens vous parler un petit peu de mon parcours atypique qu'on va voir ensemble. Super. Merci encore pour d'avoir accepté cette invitation. Et alors, parcours atypique, c'est-à-dire d'où est-ce que tu arrives et comment est-ce que tu es devenue assistante dentaire? Alors en fait moi avant de devenir assistante dentaire, j'étais assistante en diététique. Donc Ok, rien à voir mais en même temps si. J'accompagnais un diététicien dans la pressothérapie, le lipomodelage, enfin j'étais plutôt dans l'approche du corps et de la ok, perte de poids d'accord. et cette expérience est terminée et j'aimais beaucoup la relation avec le patient et j'avais envie de continuer en tant qu'assistante dans un domaine, médical. Donc je suis tombée sur une offre, par surprise, sur Pôle emploi et Ok. j'ai candidaté. Je connaissais rien au dentaire. Donc vrai dire, j'y suis allée vraiment: «Bonjour, Tu as vu de la bonjour». lumière. Cette offre tombait au moment où tu recherchais un autre travail. C'est comment tu… Ouais, en fait, je recherchais un autre travail et eux, ils ont tout de suite mis en avant, la recherche de contrat pro. Mhm. Donc je trouvais que c'était une belle opportunité pour moi de me mettre un diplôme, supplémentaire et en même temps d'avoir ce lien entre le patient et l'accompagnement qu'on peut aussi avoir en assistante dentaire, avec lui, quoi. Du coup, effectivement, tu pars du diététique où la perte de poids est un des piliers un petit peu de la diététique, mais il y a énormément d'autres choses qui Mmh. viennent autour de ça. Mmh. Et pour te diriger vers le bien-être, mais au niveau plutôt social cette fois-ci, que peut nous apporter le sourire, en tout cas quand on est patient et qu'on a besoin de se faire soigner. Ça, c'était important pour toi. En fait, au début, j'étais plutôt, je pense, sur une recherche de relations, d'accueil. J'étais pas forcément, sur l'omni ou tu vois, travailler au fauteuil. C'était Parce pas que, quelque chose que parce que cette offre d'emploi, quand tu la découvres, le dentaire, tu n'en as jamais entendu parler. Tu devais certainement aller chez le dentiste, ouais, évidemment. ouais, ouais, Mais voilà, quand tu vois cette offre d'emploi, ouais. assistante dentaire en contrat de professionnalisation, tu Mmh mh. postules. Et est-ce que tu fais des recherches du coup sur le métier ou… Ouais, alors en fait, déjà pour répondre à ta première question, il y a, mon dentiste n'avait pas d'assistante dentaire. D'accord, Donc j'avais juste connu des assistantes dentaires pour l'ortho quand j'avais un appareil dentaire, mais c'était tout, tu vois? Donc quand elles ont, mis l'annonce, c'était beaucoup pour, de l'administratif. J'étais à l'accueil, pour la gestion des rendez-vous, tout ça et ça, j'en avais déjà fait, donc ça, je savais. Mais sinon, en termes techniques, je savais pas trop. oui, c'est vrai que l'assistant dentaire, si on va dans la fiche ROM du métier, la fiche métier Pôle emploi, elle est rattachée, c'est rattaché à assistant médical, assistant médico-technique, Mmh. ce qui d'ailleurs nous différencie du poste de secrétaire médicale, parce que du coup, la secrétaire médicale, c'est médico-technique. Et je sais que j'ai beaucoup de secrétaires assistantes médico-sociales qui veulent, enfin, qui font cette formation et qui veulent devenir secrétaire médicale. Mmh. Et c'est pas la même chose, le médico-technique et le médico-social. C'est deux aspects différents. Et après, bah, pareil, il y a une désinformation au niveau Oui, oui, bien sûr. des débouchés sur ces titres professionnels-là ou sur ces diplômes. Et donc,
comment se passe ton entretien? Comment se passe la suite quand tu postules à cette offre? Alors, pour m'en souvenir, parce que ça date il y a quelques années déjà, il faut dire que j'ai une approche où je suis très à l'aise en entretien. Mmh. Je sais comment me mettre en avant, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc mon CV, je sais le monter, je sais le positionnement à avoir. Quand j'arrive, c'est avec ce que j'ai envie, besoin et je demande si une alliance peut être possible entre nous. Donc déjà, tu vois, en termes d'approche, ça s'est très bien passé parce que en fait, si ça convenait pas, c'était pas grave pour moi Mmh. et en même temps, j'ai été hyper claire avec elles 2 parce qu'elles étaient 2. D'accord. Donc ça s'est bien passé, je me suis dit que de toute façon, que je l'ai ou que je l'ai pas, c'était pas très grave donc si tu veux, ça allait quoi et puis je suis partie, elles m'ont rappelé très, très vite après en me disant: «Bon bah allez, feu quoi». OK. Tu étais plutôt du genre, à postuler partout à ce moment-là? Non, je cible moi. Je D'accord, cible, un cabinet et j'individualise beaucoup. d'accord. Mais tu souhaitais du coup quand même aller vers cette profession-là? Oui, D'accord, OK. oui, mais si tu veux, comme, j'ai fait un entretien, un recrutement, bon bah voilà. Bah, écoute, toutes mes félicitations par rapport à cet entretien. Tu as tout dit effectivement et d'ailleurs ça me fait penser à l'entretien que j'ai eu ce matin. Donc nous sommes le, 22 mars aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée. Hem, mais un entretien préparé, ça se ressent et j'ai d'ailleurs eu une candidate ce matin. Ben, voilà, c'est agréable de discuter avec quelqu'un qui, va savoir mettre en valeur ses compétences, va savoir valoriser son parcours, Tout à va fait. savoir, va s'être renseigné sur le cabinet dans lequel elle a postulé. Et je le dis souvent, c'est un petit gimmick. Je sais que ça fait un peu, hérisser des poils parfois, mais postuler partout, c'est postuler nulle part. Et Exactement. surtout si votre candidature n'est pas adaptée au cabinet, que vous visez, ou à la structure, l'entreprise, hein, peu importe, c'est valable dans tous les métiers, hein. Bah, votre candidature, elle est sans saveur. Elle donne aucune information réellement sur vous. Elle ne montre pas au cabinet ou à l'employeur ou au recruteur que vous vous êtes renseigné. Donc, effectivement, merci pour cette information. Je me permets du coup de compléter. Mais oui, un entretien où on a ciblé l'offre d'emploi, on a préparé notre entretien et où effectivement, on ne joue pas notre vie dans un entretien d'embauche. Ça marche ou ça marche pas. J'ai eu un autre appel ce matin aussi, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de monde en ce moment à gérer. Et une personne m'appelle pour un conseil. J'en donne beaucoup. Et elle me dit, voilà, j'ai eu plusieurs entretiens et là, j'en ai eu un hier. Et dès le départ, je me suis senti mal à l'aise. Et elle commence à poursuivre et tout ça. Et je lui dis, bah, stop. Qu'est-ce que vous m'avez dit dès le départ? Vous êtes rentré dans le cabinet, vous vous êtes senti mal à l'aise. Vous avez dit bonjour à la personne avec laquelle vous allez vous entretenir. Et l'alchimie, elle n'a pas été présente. Stop. Voire même, des fois, il faut faire stop à ce moment-là. Et elle me dit, bah, merci. Bon, après, on est resté encore une petite demi-heure, on a parlé plein d'autres choses, mais je fais beaucoup d'appels comme ça de 15-30 minutes avec des assistantes ou futures assistantes. Et c'est toujours un petit peu les mêmes choses. Mais là, quand on se sent mal à l'aise, quand on rentre quelque part, Il je ne sais faut pas pas, y aller. il ne faut pas y aller. L'intuition, c'est votre cerveau de survie, votre cerveau reptilien qui vous parle. Et s'il y a quelque chose qui vous dit il ne faut pas y aller, écoutez-vous, C'est clair. ressentez cette émotion et autorisez-vous à l'accueillir et à en faire quelque chose qui vous aide dans votre prise de décision. D'ailleurs, quand tu arrives dans cet entretien et que tu rencontres tes futurs employeurs pour ton contrat pro de 18 mois, si c'était 18 mois déjà à l'époque ou c'était un peu Ouais, moins ouais, ou un ouais, peu plus? c'était C'était 18 déjà mois, 18 ouais. mois? Ok, donc ce n'était pas le même référentiel qu'aujourd'hui en tout cas. Comment ça se passe cet entretien? De ce que je me souviens, plutôt géré. C'est-à-dire que moi quand j'arrive, mais ça me fait rebondir à ce que tu viens de dire, mais je vais un peu répéter. Mhm. Quand j'arrive, j'ai un peu aussi moi, toutes les questions auxquelles je dois avoir une réponse en sortant. Donc en fait, je considère que, lors de mon entretien,
C'est pas on me pose des questions et je réponds presque s'il vous plaît, j'espère que j'ai donné la bonne réponse. Tu vois, c'est vraiment Il n'y a un pas truc de bonne ou vraiment de mauvaise réponse. ouais, voilà, c'est non, moi, je suis là, je peux vous apporter ça, j'ai besoin de ça, d'une formation comme ça. Et du coup, c'était relativement mené. Enfin, je sais pas si c'est Ouais, vraiment le bon ça, terme, ça mais ressemblait peut-être à ce qu'on peut appeler, ou en tout cas à ce qu'on appelle aujourd'hui dans le recrutement, un entretien structuré. voilà, ouais. Et puis un échange. Tu t'es senti accueilli et effectivement, c'est un échange, c'est pas un interrogatoire. Mmh, Donc, la réponse, tu me la donnes, hein, du coup, c'est que tu étais attendu, tu as été accueilli, on t'a présenté un cadre, j'imagine, c'est ça. et puis c'est devenu une discussion, presque une réunion d'équipe. Mmh. Alors après, il y avait aussi, comme c'était ma première expérience en dentaire, j'étais beaucoup aussi sur, bah, moi je suis novice, débutante et il faut que j'apprenne. Parce que bon, j'ai Tu as rappelé le cadre, tu as ouais. rappelé ton cadre à toi. Mais le mien, voilà, ouais, c'est ça, à un moment donné, quand on connaît rien, bah, il faut aussi savoir, prendre le temps d'apprendre, d'écouter de gens qui savent faire ou moins faire. Après, on c'est avec le temps qu'on sait ça. Mais, au tout départ, et ben, on est novice et on est là pour apprendre et en fait, faut prendre tout. Faut tout prendre, tout accueillir et c'est comme ça qu'on augmente notre expertise. Exactement. Ça me fait penser effectivement que c'est souvent quelque chose qui est assez impératif chez les praticiens. Ils ont besoin que les personnes qui rentrent en contrat de professionnalisation sachent faire rapidement. Et après avoir eu une ou deux journées à l'école, te disent, enfin, sont capables de dire à leurs assistantes, euh, mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école, et ceci et cela. Euh, et quand tu es dans la position d'assistant dentaire, tu l'as bien dit, c'est important de savoir qu'on ne sait pas. Il y a ce petit, prendre conscience qu'on n'a pas les compétences, ou en tout cas qu'on ne les a pas toutes, et qu'on est là pour les apprendre. Ouais. Et justement, le rappeler aussi aux praticiens, c'est effectivement quelque chose qui peut vous permettre de passer une bonne formation. Dès l'instant où vous savez que vous êtes là pour apprendre, où vous rappelez au praticien qu'il doit vous apprendre, c'est son devoir, c'est ses obligations de tuteur. Et à ce moment-là, ça peut être qu'une bonne formation. Donc, cette formation se fait. Tu pars sur 18 mois avec ce cabinet. Est-ce que tu restes après ta formation? Alors déjà, en fait, au cours de ma formation, je me suis retrouvée, complètement mis au rôle administratif. Donc il me manquait beaucoup de, travail, notamment le travail à 4 mains, toute l'approche, pratique. En fait, je la voyais en théorie, à l'école, Mhm. mais j'avais peu, d'accompagnement de mes 2 praticiens. Donc c'est vrai que pour moi, ça a pas été, le must, tu vois? Enfin, quand j'ai découvert les Davier à l'école, je me souviens qu'elle me dit: «Mais tu as jamais touché un Davier?» Bah, non, 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 je connais pas et en fait, c'est vrai que du coup, je les voyais en sté, mais je savais pas à quoi ils correspondaient, donc il y avait quelque chose qui me manquait quand même pendant ma formation. Mhm. Et à la fin, ça s'est mal passé avec mes 2 praticiens parce qu'en fait, bah, ils prenaient que des contrats pro donc D'accord. Bah, j'ai compris les deux praticiennes. ouais, ouais, ouais. D'accord. OK. En fait, elles prenaient une personne en plus, en contrat pro et elles avançaient comme ça Ça se fait beaucoup malheureusement, mais pour voilà. les subventions, pour tout ça. Mais après voilà, c'est à l'époque, j'aurais préféré qu'on me dise franchement: «On te prend qu'en contrat pro et basta». Au final, à terme, je sais que j'ai ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée, mais bon, voilà. Il y avait quelque chose à la fin quand même d'un truc pas complet, quoi. Oui, effectivement, comme dans toute relation, hein, la communication et hem, les règles du jeu, poser les conditions. Si on le sait dès le départ qu'on est là, pour apprendre, et qu'à la fin, bah, on va pouvoir, profiter d'une opportunité pour aller découvrir ce même métier dans un autre cabinet, et cetera. Mmh. C'est vachement plus, j'imagine, au niveau de l'état interne, ça chamboule moins si on le sait que Ça, quand on le découvre à la fin et qu'on se dit: «Ah bah, du coup, voilà, j'ai travaillé avec vous pendant 18 mois et là, en fait, vous m'abandonnez» entre guillemets, ou vous me mettez dehors, juste parce que, bah, vous, derrière, vous allez avoir besoin d'une autre assistante.
Il y a des cabinets qui fonctionnent comme ça. J'essaie de ne pas les avoir comme clients parce que moi, c'est important que l'assistante qui se forme soit formée et reste et se sente bien dans ce cabinet qu'elle aura Ouais, choisi, ouais, ouais. Et qu'elle en aura plus, je crois que ce que j'avais ressenti à l'époque, c'est vraiment, tu finis un contrat pro et tu es là pour enclencher ensuite. Et au final, tu as un peu l'impression d'avoir fait un mauvais travail ou de ne pas avoir fait ce qu'il de pas fallait. avoir à être satisfait, ouais. Ça réveille en toi le pas assez. Enfin, du coup, il y a quand même tout un travail après à faire sur ça. Et je trouve que c'est dommage de pas plus communiquer à la base, en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Fixer les règles du jeu. Bah oui. Deuxième conseil, quand vous êtes chirurgien dentiste et que vous recrutez, fixez les règles du jeu. Et si vous êtes candidat et qu'il y a des règles du jeu, je ne sais Sûr. pas, bah, moi, je viens faire mon contrat pro. Par contre, j'ai une envie d'aller, je sais pas, faire le tour du monde, peut-être bah, justement d'avoir des enfants et de prendre du temps pour les élever sur les débuts de leur vie. Euh, Soyez honnête, en fait. Soyez honnête toujours le plus souvent possible. Ou en tout cas, ne mentez pas. Transformez la vérité si vous voulez. Idéalisez-la si vous voulez, mais ne mentez pas. Parce que de toute manière, on finit toujours par le savoir, que vous soyez chirurgien dentiste ou assistante dentaire ou future assistante dentaire. Donc, on a fait comment tu as découvert le métier. Donc, par hasard, je crois que je cumule ça dans tous les interviews que j'ai faites. C'est souvent par hasard qu'on devient assistante dentaire. Ça change, ça c'est en train de changer. Il y a des gens qui veulent devenir assistante dentaire. J'ai plein de nouvelles candidatures qui ont 19 ans, 20 ans, 21 ans et qui veulent faire ce métier parce que effectivement, grâce à des personnes comme Cam Smile, comme moi, comme Aurore Labaste qui a créé le groupe Tu sais que tu es assistante dentaire, ben voilà, on nous voit sur les réseaux sociaux, on nous voit un peu partout et c'est un métier qui commence enfin à avoir de la visibilité et de l'importance. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est pour promouvoir le métier d'assistante dentaire. Donc pour toi, quelles sont les qualités que tu devais avoir qui font d'une assistante dentaire une bonne assistante dentaire? Je parle en général pour En mes qualité, expériences d'après aussi. en qualité. De l'autonomie, Mhm, de la pédagogie, de l'écoute par rapport au patient, par mhm, rapport à son chirurgien aussi. Savoir poser des limites. Parce que quand je travaille avec un chirurgien en bloc opératoire, par exemple, on est ensemble. C'est pas je suis son assistante et lui, c'est le chirurgien. C'est on travaille, nos mains, elles sont ensemble. Les mouvements, on est obligé de travailler ensemble en bouche. Et même dans toute la prise en charge, je pense que ce qui est important vraiment, c'est ce binôme. Moi, je considère que à chaque fois que j'ai travaillé avec des chirurgiens, c'est comme un couple quelque part qu'on mhm. construit. Il n'y a pas de sexualité, de choses qu'on aurait dans un couple dans la vie de tous les jours, mais je veux dire, on est quand même tout le temps ensemble, quoi. En chirurgie, On est pendant des proche, heures, c'est proche un couple physiquement, professionnel, oui, oui. proche dans la tête. Il faut qu'on se mette à sa place, ce qu'il va vouloir, ce qu'il ressent de la chirurgie, comment la tournure de la chirurgie prend. S'il y a un excès de stress, bah, le sentir, parce qu'il y a un truc qui se passe mal au niveau du sinus. Notre tactile aussi. Mhm. Enfin, moi, c'est parce qu'après, j'ai travaillé qu'en chirurgie, donc c'est hyper important de sentir. Mais on sent tout de suite quand un implant, ça se passe mal, on le sait par rapport à tous nos sens, en fait, qui sont. Donc, Donc, du coup, après, une gestion du stress alors. ah oui, gestion du stress, Une ouais, ouais, bien sûr. gestion du stress et ça me fait penser enfin, en tout cas, ce que j'ai ressenti quand on parlait, c'est être dans l'instant présent, être Ouais, présent dans ce qu'on fait complètement. à chaque seconde et Très avoir concentré. justement, alors je vais parler d'intimité, mais quand on est effectivement proche de son praticien, dans les meilleurs des cas possibles, on parlera tout à l'heure de binôme idéal. Euh, dans le meilleur des cas possibles, on est proche de son assistant, enfin de son assistant quand on est chirurgien dentiste et de son praticien quand on est assistant dentaire. Et, et on ressent les ondes.
et d'ailleurs, tu sais très bien de quoi je parle. On ressent les ondes. Et effectivement, il faut aussi savoir capter ça, à la fois pour le binôme, mais à la fois pour le patient aussi. Ouais. Savoir à quel moment on doit le rassurer, savoir, voilà, savoir lui. Alors, on ne dit jamais que tout se passe très bien ou ça finit dans pas longtemps parce que les notions ne sont jamais les mêmes pour tout le monde. Mais oui, tu as raison que la gestion du stress est importante comme qualité. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Et en plus, je pense que c'est vraiment une relation qui se construit. Parce que l'assistante dentaire, et bien souvent, ça c'est des choses que j'ai vues très souvent, les assistantes n'osent pas dire qui elles sont. En fait, se positionner comme elles le sont vraiment. C'est-à-dire, bah, quand ça va trop loin, dire ça va trop loin. Quand si notre chirurgien, bah, il s'énerve parce qu'il est trop stressé, parce que la chirurgie, elle est compliquée et complexe et qu'il a un mot plus fort, bah, c'est sûr, on va pas envoyer les instruments volés à ce moment-là. Mais après, discuter, dire, bah voilà, ça, par exemple, c'est pas possible parce que moi, ça me déconcentre. Et du coup, on fait une chirurgie moins bonne, les résultats sont moins bons, on le sait, et tout ce qu'il en suit sur les tissus. Enfin voilà, après, Oui, ça bien va sûr. nous tendre. Et si nous, on se tend assistante, c'est pas bon pour les muqueuses, c'est pas bon pour l'os, c'est pas bon pour tout en fait. C'est clair, ça développe des énergies, enfin, ça dégage des énergies qui ne sont pas forcément utiles, en tout cas dans ces grosses chirurgies-là, on le sait. Moi, il y a un point que tu as dit là qui était assez intéressant. Cet instant justement où vous êtes allé trop loin, docteur, par rapport à ce que moi, je suis capable d'accepter. Mhm. Effectivement, je dis souvent, c'est un gimmick que je sors, deuxième gimmick. Euh, vous êtes traité de la manière dont vous le tolérez, de la manière dont vous l'acceptez. Et effectivement, ça va un peu avec le savoir dire non. Et savoir dire non, c'est quelque chose qui s'apprend, en sachant que vous n'avez pas forcément à l'apprendre, étant donné que quand vous dites oui à quelqu'un, alors que vous auriez eu envie de dire non, c'est à vous que vous avez dit non. Mm. Donc en fait, vous savez déjà le faire. Maintenant, il y a plusieurs manières de le dire et je spoile pas, mais je sors bientôt une formation gratuite à ce niveau-là, à ce sujet-là, ce sujet, à ce sujet-là, savoir dire non. Alors, il y en a déjà plein qui existent, mais je vais essayer d'en faire une qui soit axée sur les rapports humains en cabinet dentaire. Et, euh, et d'ailleurs, on pourrait en parler ensemble, Claire, Ouais, tout à pour, fait. pour faire quelque chose Avec d'assez plaisir. Parce qu'il y a du taf. effectivement. Euh, Du coup, on a dit tout à l'heure, on a spoilé que tu n'es plus assistante dentaire. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit briefing? Combien tu as eu de cabinets, de praticiens, Mhm. avant de te dire, bon, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce métier. Alors, après ma formation, je suis partie bah, découvrir du coup le quatre mains parce que il y a une phrase donc une de mes praticiennes qui me dit: «Non, mais ta place n'est pas en administratif, il faut que tu fasses du quatre mains toi». Alors que j'en avais pas vu depuis 18 mois, mais bon. Du coup, j'ai dit: «Bon, bah, je vais l'écouter, je vais aller faire de la chirurgie». Et là, véritable coup de cœur, quoi, parce que je comprends vite. Donc, du coup, quand je comprends pas, je demande à mon chirurgien pour élever en fait le binôme très rapidement. Dès que j'ai quelque chose que je ne comprends pas au niveau du tissu, de l'os, etc., je vais demander. Ce qui fait qu'en fait, j'ai augmenté mes compétences, mon expertise. Du coup, j'ai eu une analyse des situations où j'ai pu discuter avec des chirurgiens. Donc, j'ai eu des expériences après quasiment que exclusive chir. D'accord. Ma dernière expérience, c'était jusqu'à l'année dernière, donc j'ai arrêté l'année dernière. Et là, on était en chirurgie exclusive avec prise en charge du patient avant par mois en hypnose, enfin en sophro plus mais inductive. Et du coup, ça a été génial parce qu'on est parti d'un truc où, tu sais, c'était un peu, ouais, je sais pas, c'est un peu gourou, machin, waouh, il faut à tout prix qu'on en fasse avant chaque fois, chaque, C'est le chaque... retour que, que ton praticien t'a fait. Ouais, ouais, ouais. OK. Du coup, c'était génial parce que en plus de ça, pour moi qui ai cette activité à côté, c'était amener ça dans le milieu médical avec
une vraie plus-value pour eux et qu'ils s'en rendent compte. On avait quasiment plus de refus de soins. On avait beaucoup Ok. plus de cicatrisation, de belles cicatrisations, de beaux retours, un beau travail. Nos-intégration, Voilà, etc., qui était parce plus. qu'on rendait acteur le patient et ça a été génial, quoi. Ouais. Donc, en fait, j'ai arrêté, la chirurgie, pour une cause complètement en dehors de la chirurgie en elle-même parce que ça me manque même, tu vois? La technicité, travailler avec le patient, travailler en bouche avec un chirurgien, c'est vrai que des fois ça me manque. Mais pour autant, c'était une, décision, médicale qui a arrêté, ma carrière, d'assistante dentaire. C'est souvent le cas. Ouais. Est-ce que tu veux partager ou est-ce que. Ah ben je peux, non, c'était simplement que je voulais pas faire le vaccin de l'hépatite B, D'accord. parce que dans ma famille, il y a de la sclérose en plaques et que j'avais peur de l'effet nocebo en vrai, sur Ok. moi et ça a pas été entendu par la médecine du travail et j'ai dû arrêter. D'accord. Ce qui est un choix qui t'appartient et qui Oui, bah, appartient à tout le monde, mon hein. référentiel a toujours été moi. Non, non, mais bah, c'est important de, bah, encore une fois, s'écouter. Ouais. Effectivement, l'effet nocebo, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Parce que on rappelle qu'on n'est pas anti-vaccin ou quoi que ce soit. C'est Oui, oui, juste c'est que, ça, ouais. voilà, est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que c'est l'effet nocebo? Ouais, alors en fait, c'est le fait que comme, moi j'ai grandi avec le fait que le vaccin de l'hépatite B, avait transmis la sclérose en plaques, j'ai construit cette croyance. Du coup, toutes mes cellules sont un peu, préfabriquées pour en faire une si jamais je fais un vaccin de l'hépatite B et en gros, j'avais pas envie de lutter contre moi-même, c'est-à-dire, bah, non. J'avais pas 2 si je le faisais, de me sentir coupable jusqu'à la fin de ma vie parce que, «Ah bah, tu vois, tu t'es pas écouté machin, donc Mm. ça a été un choix, par rapport à ce que je sentais juste pour moi et c'était juste pour moi de partir à ce moment-là, donc Bah, écoute, franchement, félicitations parce que ça doit pas être un choix facile, surtout quand tu nous partages aujourd'hui que c'est quelque chose qui te manque. Mais effectivement, l'effet nocebo fonctionne pour des tas d'autres maladies. ouais, Ce n'est pas parce que vos parents sont diabétiques que vous allez être diabétique. Ce n'est pas parce que vos parents sont morts, c'est je ça. ne sais pas, de X cancer que vous allez avoir ce cancer. Vous pouvez, mais vous ne pouvez pas aussi. Et ça, malheureusement, enfin, malheureusement et bien heureusement, c'est des choses qu'on commence de plus en plus à découvrir avec la neuroscience. Et j'ose parler aussi de programmation neurolinguistique. Et effectivement, quand on a une information qui Tout à nous fait. est incrémentée, implémentée pendant toute notre enfance, et ça va avec aussi donc la santé, mais ça va aussi avec tout un tas d'autres croyances bloquantes, limitantes, qui peuvent aller jusqu'à. Moi, je sais que j'ai grandi avec un père qui me disait assez régulièrement que j'étais un bon à rien parce que je ne savais pas bricoler, parce que je ne faisais pas des trucs de garçon, parce que j'étais pas dégourdi, en tout cas, jouer au foot, le sport, les trucs comme ça m'intéressait pas du tout. Et ben, ça m'a développé justement le fait de vouloir tout apprendre pour tout savoir faire. Alors après, il y a aussi des gens à qui ça peut dire, t'es un bon à rien, et ils vont être un bon à rien toute leur Oui, vie. Voilà. qu'est-ce qu'on en fait, Donc, quoi? c'est après, quelles que soient les informations qu'on vous donne, rappelez-vous que, voilà, tu l'as dit, la seule référence que vous avez, c'est vous-même. On peut avoir des mentors, on peut avoir des gens qui nous servent de modèles. euh, et ces modèles peuvent être ceux auxquels vous avez envie de ressembler et ceux auxquels vous n'avez pas envie de ressembler. J'ai d'ailleurs pris cette option-là, moi. Et aujourd'hui, j'ai des mentors à qui je veux ressembler et qui me permettent de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Merci pour ce partage et pour cette petite parenthèse science, neurosciences et effet nocebo. Donc, tu arrêtes l'assistanat dentaire et alors, qu'est-ce que tu fais depuis? Alors, du coup, donc il faut savoir que j'étais assistante dentaire, mais à côté, j'étais aussi, sophrologue et coach. Oui, c'est ça. Alors, d'ailleurs, tiens, Les 2 activités, moi, déjà toi, avant. tu as cumulé ta formation de sophrologie Ouais, avec ton métier d'assistante dentaire. ouais, tout à fait, ouais. Ok, Du coup, en 2016, je me suis installée en cabinet.
où j'ai exercé, à recevoir mes clients, tout ça. Donc, ça m'a aussi amené peut-être la légitimité pour pouvoir le proposer en chirurgie parce que j'avais une assise derrière, j'avais une vraie formation, parce que j'avais des acquis et que je savais que je pouvais les accompagner. Mmh. C'est pas demain, d'ailleurs, on l'a vu parce qu'on a fait des tests, il faut se former et c'est important parce que, faut pas faire n'importe quoi avec les patients, comme moi je fais pas n'importe quoi avec mes clients, que je me forme, régulièrement et cetera. Donc après, une fois que je suis sortie, du cabinet dentaire, j'ai eu un temps où je me suis repositionnée moi aussi. Qu'est-ce que je voulais, comment je voulais vivre ma vie, tout ça, comment je voulais rythmer mon temps. Il y avait une notion aussi de revenir sur mon rythme à moi. Heu, bon après entre nous, il y a aussi le fait que c'est compliqué pour moi d'avoir un patron parce que je suis très entrepreneuse. Du coup, j'ai toujours eu, ce caractère-là et je sais maintenant que je veux travailler pour moi et que c'est OK. Mais il m'a fallu un temps comme ça de faire un bilan, c'était important, pour, me reconvertir et d'accepter, ce focus-là et uniquement celui-là. Donc tout le travail des croyances limitantes, autour, bien entendu. Et donc, après il y avait le confinement, il y avait plein de choses, donc ça me permettait aussi de faire le point sur le cabinet physique. Mmh. Du coup, là j'ai développé, tout le travail en ligne pour permettre d'aider, un maximum de personnes et ça, pas seulement localement, au travers, bah, de mon cabinet en campagne qui peut accueillir finalement, très peu de personnes. Mmh. Donc voilà, ça a vraiment été un challenge d'apprendre tout ça. Je te rejoins vraiment sur, allez, il faut tout apprendre, tout découvrir et tout, parce que je suis quelqu'un de comme ça. Donc voilà, j'ai créé ma formation en ligne qu'aujourd'hui, bah, je publie, je lance ma communication dessus pour aider le plus grand nombre de personnes à créer la vie de leurs rêves, puisque moi, je vis ma plus belle vie maintenant. OK. Mais, rassure-moi, tu fais pas partie de ces entrepreneurs qui, justement, communiquent sur, «Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi, faites comme moi», Ah bah non, 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 le heu but, c'est vraiment de transmettre le comment et pas le quoi, quoi. Parce que sinon, tu avances pas dans la vie Oui, donc parce que le quoi et le pourquoi, enfin le quoi, c'est selon les personnes et le pourquoi surtout il est individuel, hein. Le pourquoi, c'est bien sûr. notre mission de vie Ouais. et tout le monde ne la trouve pas aussitôt que nous. Certains la trouvent encore plus tôt que nous. Mais en tout cas, je suis ravi d'entendre et de voir que c'est quelque chose, effectivement, ça se voit sur ton visage, qui t'épanouit, Ouais. à 100%. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il est possible à la fois d'être assistante dentaire, de suivre une formation en sophrologie, d'avoir effectivement cette envie de peut-être travailler pour soi, mais en même temps de ramener ça donc dans ton métier qui est initialement celui d'assistant dentaire. Est-ce que justement à ce moment-là, quand tu ramènes la sophrologie au cabinet, euh, donc tu apportes des nouvelles compétences, euh, est-ce qu'à ce moment-là, tu aurais dit avoir un binôme idéal? Donc ta question, c'est quel est le binôme idéal pour moi? C'est la question qui va derrière. Mais du coup, est-ce que c'est une fois que tu as eu tout ça, donc où tu étais toi ancrée, formée, compétente, où tu t'es dit, bah voilà, on s'apporte en fait mutuellement quelque chose, et donc est-ce que ça ressemblait à un binôme idéal? Ouais, alors ma dernière expérience, on travaillait très, très bien ensemble. Il y avait vraiment, une question d'évolution au travers de notre pratique, mais en commun, donc on en discutait ensemble. Puis c'est un chirurgien qui s'ouvre, qui se remet en question, qui arrive et donc il aime bien les expériences aussi. Donc je pense que ça a aidé son tempérament a aidé en fait à ce que j'arrive avec, une vraie demande. C'est-à-dire, bah, voilà, je suis autre chose que juste, alors certes des fois on le voit, alors pas en chirurgie, mais je de tenir une aspiration et c'est tout quoi. On est autre chose en étant assistante dentaire et je pense qu'il en avait bien conscience de ma valeur. Ça, c'est très important, je pense, dans un binôme, c'est que le chirurgien reconnaisse, tout ce que fait une assistante dentaire, son rôle, son importance. On est des vrais piliers pour eux et heu
Et ça, quand tu as trouvé les deux, la correspondance de caractère et d'écoute, parce que bah voilà, des fois, de toute façon, ça clash entre un chirurgien et une assistante Ça dentaire. peut arriver, oui. Mais même pour moi, mais après, c'est mon caractère, mais pour moi, c'est pas possible autrement des moments de stress comme j'ai pu le vivre en chirurgie, alors, soit après, soit avant, etc., sur des petits détails, mais qui peuvent faire partir l'étincelle. Voilà, c'est même si là, boum, ça clash, bah, c'est pas pour autant qu'on va pas être concentré, qu'on va pas être performant, qu'on va pas viser le meilleur pour le patient. Parce qu'il faut pas oublier qu'on fait d'abord ça pour le meilleur du patient, qui vive le meilleur moment. Et en fait, c'était vraiment la vision de mon chirurgien, c'est créer un accueil, un accompagnement de A à Z, de qualité et d'excellence. Et moi, je me retrouve beaucoup dans ces valeurs. Ah, bah, tu fais une transition parfaite Bah, voilà, tu vois? parce qu'effectivement, pour moi, la création d'un binôme idéal, alors à chaque fois, on me taille un peu parce que on me dit, mais le cabinet dentaire idéal n'existe pas, le binôme idéal n'existe pas. Il n'y en a pas un, ça c'est sûr. Il y a pas un seul modèle. Par contre, là, j'ai l'impression qu'effectivement, tu étais dans ton idéal à toi et qu'il avait son assistante idéale aussi, parce que vous étiez sur la même longueur d'onde. Encore une fois, hein, on parle de ce qu'on vibre. Euh, et notre rencontre n'est pas due au hasard non plus. Donc, euh, c'est c'est euh, c'est toutes ces choses-là et ça passe effectivement par les valeurs. Moi, dans mes recrutements, ou en tout cas dans l'identification des besoins en recrutement de la part aux praticiens, il faut savoir que je leur fais passer 45 minutes, 1 heure avec moi à leur poser des questions sur leurs valeurs, sur leurs principes fondamentaux, sur la raison pour laquelle ils ou elles ont créé leur cabinet dentaire, quelle est l'image qu'elles souhaitent renvoyer, etc., etc. Et et on aura beau avoir copié ou essayé de faire la même chose que moi, euh, personne n'est moi et n'a la formation ou les formations, parce que je pense que la liste est très longue, que j'ai pu faire en tout cas en PNL, en hypnose, en communication, en recrutement, euh, qui me permettent aujourd'hui justement d'identifier à la fois pour le cabinet quel est le type de profil idéal, mais en même temps pour les candidats Mmh. Oui, bien sûr. faire aussi les faire réfléchir sur quelles sont leurs valeurs et qu'est-ce qu'elles recherchent dans un cabinet dentaire, dans un binôme. Et maintenant qu'on a parlé du binôme idéal, pour toi, le cabinet dentaire idéal, c'est quoi ou c'était quoi et est-ce que tu en as eu un? Le cabinet idéal, je dirais, mais toujours, hein, mon référentiel, c'est moi. C'est un cabinet où je peux m'organiser en autonomie, qu'on me fait confiance pour réorganiser quand ça va pas. Parce que j'ai quand même cette vision globale sur les choses, donc du coup, l'optimisation de certains trucs et tout. D'avoir cette possibilité de pouvoir réarranger. Mhm. Mais après, voilà, moi, dans ma dernière expérience, j'avais énormément d'autonomie. Et du coup, je réorganisais comme je voulais. On en parlait bien sûr, hein, parce que le but étant de ne pas monopoliser le savoir. Je trouve que c'est une grosse erreur que beaucoup font, de ne pas transmettre, par exemple, à celles qui se forment, etc. Je trouve que c'est une connerie monumentale. Ou comme garder des informations pour ne pas le transmettre au chirurgien pour être indispensable. Je trouve que c'est une véritable connerie que beaucoup Aussi. d'assistantes font. Alors qu'au final, non, ce que lui, il optimise en temps, on l'optimise, nous, pour autre chose. Donc, en fait, c'est une relation, c'est une équipe et on est avant tout une équipe et au service de quoi? Donc, c'est vraiment remettre sa raison d'être dans son métier et au cœur de son métier, quoi. On parle le même langage, j'adore. Effectivement, le cabinet dentaire idéal, selon toi, c'est un cabinet dans lequel on fait confiance à la personne qu'on Ouais. recrute et on la laisse gérer son travail. Alors évidemment, la confiance n'exclut pas le contrôle et il y a des manières de pouvoir contrôler que le travail soit bien fait, enfin, soit fait déjà, et après on peut évaluer à savoir s'il est bien fait lors des entretiens annuels d'évaluation. Et après, lors des entretiens professionnels, évaluer s'il y a des manques de compétences ou en tout cas s'il y a des besoins d'évolution de compétences pour les personnes du cabinet.
Et Mais on puis, c'est parle pas de mal tri. travaillé que d'être ciblé par quelque chose à retransformer. Enfin, c'est notre travail en tant Bien sûr. qu'assistant dentaire de Bah, toujours remettre en question. après tout, c'est nous qui travaillons. Et si c'est pratique, si c'est plus pratique que pour nous que quelque chose soit dans le placard du bas plutôt que dans le placard Bah, du c'est haut, ça. bon, bah, en fait, même si le chirurgien dentiste décide que lui, il veut que ce soit en haut, clairement, c'est pas lui qui va dans le placard. Donc, Ou alors, il peut y aller aussi, je suis mais d'accord il avec faut toi. Mais voilà. qu'on soit conscient Ou et alors, dit. si l'assistante se permet de modifier certaines choses, il faut que ça puisse être su par le dentiste et qu'effectivement, en cas de besoin ou d'absence, bah, le praticien sache où c'est. Tu l'as dit, Exactement. se rendre indispensable. J'aime pas le terme, hein. On peut être indispensable, ou en tout cas nos compétences pour le cabinet, pour un cabinet en question peuvent être indispensables, mais elles sont aussi, elles peuvent être dispensées dans d'autres cabinets et d'autres personnes sont aussi qualifiées ou plus qualifiées que vous, et donc du coup, se faire remplacer, c'est aussi pas facile parce que du coup, le recrutement, c'est pas simple. Bah non, c'est pas simple, non, c'est sûr. Mais, et d'ailleurs, t'en as fait un petit peu, donc tu sais de quoi tu parles. Mhm. Euh, ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cette formation aujourd'hui? Comment est-ce que tu te nommes? Comment est-ce que qu'est-ce que tu fais plutôt que le nom de ton métier? En tout cas, moi, ça m'intéresse pas. Ouais. Alors, moi, aujourd'hui, après toutes ces années de coaching, d'accompagnement, de sophro, tout ça, j'ai vraiment vu que je me spécialisais tout doucement vers quelque chose qui me convient bien. C'est tout ce qui est le changement, l'accompagnement à la transformation, tous les moments de vie comme ça où on doit tourner une page et actionner. Mon dynamisme aide beaucoup. Parce que bah voilà, je sais pointer là où il y a des blocages, là où il y a des croyances limitantes, là où il y a des peurs et du coup, je sais comment les travailler, les transformer. Et maintenant, j'ai plusieurs outils de qualité pour pouvoir les transmettre. Et puis, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais peut-être revenir là-dessus. Mon leitmotiv, c'est vraiment, on n'en peut plus du quoi, en fait. On sait quoi changer, tu vois. Maintenant, il faut expliquer comment changer. Et ça, c'est important maintenant de le redire, en fait, quand on veut vraiment transmettre le comment faire de le dire parce que pour être beaucoup coachée, j'ai eu beaucoup de coachs, beaucoup d'accompagnement parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. C'est se leurrer que de se dire j'y arriverai tout seul. C'est pas vrai. Maintenant, moi, je l'assume complètement de le dire parce que j'en ai plein des C'est coachs. pas moi qui vais te contredire. Donc voilà et après avancer en fait, en ayant des outils, mais surtout en y allant et faire le premier pas, c'est toujours le plus difficile, mais après, quand on est lancé et du coup, tu vois, ma formation, finalement, j'ai regroupé tous les aspects que je travaillais en cabinet, physique dans ma formation en ligne pour Ouais. vraiment, bah, que ça percute, que ça avance et qu'on arrive à créer la vie de ses rêves. Finalement, la vie qu'on a envie je dis la vie de mes rêves parce que enfin la vie de ses rêves, mais parce que moi, je vis ma vie, maintenant en rythmant mes journées, en faisant ce que j'ai envie, en quand j'ai envie de faire une expérience, je suis en train de faire des champignons. Enfin, si on m'avait dit il y a Ok. un an que j'étais en train de faire des champignons, tu vois? Mais parce que c'est un truc que je voulais me lancer mais j'avais pas le temps parce que je faisais pas ma vie comme j'en avais envie. Et c'est vraiment comment créer, bah, son travail, sa vie à son service et pas être, au service d'eux, quoi. C'est changer ce référentiel qu'on a souvent oublié, je trouve. C'est super beau. Et tu m'enverras un bocal de champignons quand ils seront mangeables. J'espère que c'est ceux qui se mangent, hein, qui. Oui, Ouais, oui, 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 d'accord. c'est pas des hallucinogènes ou quoi, je suis pas encore tombée là-dedans, ça va. Ça va. Je pense qu'on n'en a pas besoin de toute manière. Non, 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 Euh, je pense pas. on est suffisamment connecté pour ça. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Si demain, là, si tu avais envie de donner un message à la Claire qui souhaitait devenir assistante dentaire, donc du coup, à l'attention de toutes les assistantes dentaires, futures assistantes dentaires qui nous regardent, si tu avais un message voilà, à dire
pour se lancer dans ce métier, pour continuer de ce métier, si ça ne va pas tous les jours. Voilà, un petit message d'espoir qui irait justement dans la promotion de ce métier et la découverte pour celles qui souhaiteraient le devenir. Tout plein de questions. Vous Désolé. en avez encore pour 1 heure. Alors, donc, si j'ai un conseil, je pense que véritablement parce qu'on a tous envie, je pense, plus ou moins d'évoluer quand même dans le métier d'assistant dentaire. C'est d'apprendre au départ à tout, recevoir dans notre formation, mais aussi sur notre terrain, pratique, de notre contrat de pro. C'est vraiment tout prendre et se dire: «Je suis là pour apprendre et j'y vais à fond et je prends tout». Parce que c'est qu'une fois que j'aurai, 2-3 bagages, que je pourrai voir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît moins, comment, je vais évoluer, dans mon métier. C'est-à-dire soit être en administratif, soit être plutôt au contact direct du patient, soit être en chirurgie exclusive. Enfin voilà, c'est des choses, qui naissent progressivement dans notre esprit. Bien sûr, toujours être son propre référentiel, se créer sa liberté, c'est pas, vouloir à tout prix être, indispensable pour son chirurgien, c'est tout l'inverse. C'est de se dire: «Non, non, je suis là pour faire du bon travail et si on n'en fait pas, je me casse. Je reste pas là» et ça fait qu'augmenter son expertise parce qu'au final, on reconnaît nos compétences, on reconnaît ce qu'on sait faire, ce qu'on sait moins faire, mais on le dit parce qu'on n'en a pas honte et après ça influe tout, le recrutement, notre salaire, combien on va demander. Ma valeur, elle est de temps. Moi, à la fin, j'avais 1 800, net, et c'était, dans 1 an, Coco, c'est 200 de plus, tu vois? Parce qu'au fur et à mesure, bah, on avance, on devient de plus en plus performant, on enlève du temps d'intervention parce que voilà, tout est retravaillé. Donc c'est une vraie plus-value en termes de cabinet. Donc n'ayez pas peur de mettre en avant, vos compétences, les filles ou les garçons parce que, mais par contre, ayez vraiment cette excellence. Si vous en avez pas, c'est sûr que ça va pas le faire. Mais Il faut faut être à la hauteur de ce qu'on demande, ça c'est sûr. c'est ça. Donc, si je résume, avoir sa grille de sélection, suivre son référentiel. Ouais, Grille de sélection, j'entends voilà, se renseigner sur le métier, sur toute la pluralité des spécialités ouais, qui existent. Vous ne serez pas la même assistante si vous allez dans un cabinet de pédo, d'omni, d'ortho. exactement. Euh, est-ce que c'est de l'exclusivité? Est-ce que c'est, on n'a pas le droit de le dire, mais est-ce que c'est des dentistes holistiques ou qui ont comme nous une approche systémique de la santé bucco-dentaire? C'est un super conseil que tu nous as donné, Claire. Je te remercie Merci, d'avoir accepté et partagé ce moment avec moi. C'était c'est un un plaisir. plaisir, comme à chaque fois qu'on échange. Mmh. Euh, je vous laisse. Je dois faire. Là, c'est le moment où je dois faire l'influenceur. Euh, Je vous laisse du coup liker cette vidéo si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de faire un dislike. Je ne vous en voudrais pas. Par contre, mettez-moi un commentaire sur ce que vous n'avez pas aimé et sur ce que du coup je dois améliorer. Euh, si vous avez aimé, eh ben, partagez autour de vous. Si vous découvrez cette vidéo et que vous souhaitez devenir assistante dentaire, je vous mets un lien pour pouvoir me contacter. Et je mettrai également les liens de la formation dont Claire nous a parlé, si effectivement vous souhaitez peut-être être accompagné par Claire pour changer votre vie ou en tout cas prendre la décision de le faire et vous lancer dans un parcours qui, dans tous les cas, vous permettra une meilleure connaissance de vous-même et peut-être de découvrir énormément de choses. Je vous dis à très bientôt ici ou ailleurs et surtout, gardez le sourire. Merci beaucoup Claire. À très bientôt. Merci. Bye bye.